Donc bonjour, rebonjour, bienvenue pour cette première visio-conférence organisée par la rédaction d'Expert. Je suis Corentin Patrijon, journaliste, rédacteur en chef d'Expert. J'ai donc le plaisir de vous accueillir pour cette table ronde virtuelle, intitulée, comme vous le voyez, Hybridation, régulation, innovation, levier de croissance et perspectives marché. Ravi aussi de vous retrouver aussi nombreux, je le disais aussi en introduction, vous êtes plus de 1000 inscrits, donc merci encore d'être là avec nous aujourd'hui. Un petit point technique rapide, vous êtes donc des centaines de connectés, donc par conséquent on est en format webinaire, donc les caméras et micros de chacun sont coupés. Avant de vous présenter donc nos quatre intervenants, quelques mots sur Expert. Expert, vous le savez, c'est depuis bientôt 25 ans un portail de contenu technique réalisé par des professionnels du CVC pour des professionnels du CVC. Mais c'est aussi, depuis janvier dernier, un média avec un fil d'actualité donc et une lettre d'information quotidienne. On garde donc intacte cette vocation de vous accompagner au quotidien en vous offrant encore plus de contenu au cœur de l'actualité du génie climatique. On est toujours présent aussi aux côtés des professionnels, des organisations professionnelles de la filière, comme l'AICVF, dont j'ai le plaisir d'accueillir le président, Franco Varca. Bonjour Franck. Bonjour Corentin, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors excusez ma voix, je suis un peu comme Léa Salamé au journal il y a 48 heures. C'est Je vais c'est difficile, essayer de oui. garder ma voix jusqu'au bout. Je suis ravi d'être avec vous, effectivement, parce qu'on a pu lancer cette enquête auprès des lecteurs d'experts, des adhérents de l'AICVF. Alors l'AICVF, je le rappelle, une association plus que centenaire qui regroupe 1700 membres, ingénieurs, experts, praticiens du génie climatique et dont j'ai l'honneur d'assurer la présidence. Je suis ravi qu'on ait pu travailler ensemble sur cette enquête, sur le secteur et en présenter les résultats, puisque la SCVF, comme vous le savez, a aussi comme mission d'être un centre de ressources techniques et d'expertise, qui a un site qui vient d'être remis à jour il y a moins d'un an. Vous trouverez tout un ensemble d'informations, de lettres d'experts et un journal aussi extrêmement lu. On aura l'occasion de le commenter, Corentin, ensemble tout à l'heure. Tout à fait, absolument Franck. Oui, effectivement, c'est difficile de passer à travers les virus en ce moment, donc on va faire, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien. Donc voilà, on est là aujourd'hui encore pour vous donner des clés, des solutions pour avancer dans une activité qui est assez chahutée, il faut quand même bien le dire depuis 2 ans maintenant. Pour analyser donc tout ça, j'ai également le plaisir d'accueillir Nathalie Chang, directrice associée du bureau d'études Tribu Énergie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Éric Baudry, directeur des affaires publiques d'Intuis, également administrateur de l'AFPAC et du GIFAM. Bonjour Éric. Bonjour à toutes et à tous. Et Richard Loyan, délégué général d'Enerplan, donc le syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Vous êtes en charge plus particulièrement de la chaleur solaire et des collectivités, des territoires. Bonjour Richard. Bonjour à toutes et tous. Merci de votre participation. Un grand merci effectivement à vous tous. Donc au programme ce matin, donc d'abord une analyse des principaux résultats, Franck l'a dit il y a quelques instants, de l'enquête de conjoncture inédite Expert ICVF que nous avons réalisée cet été. Puis nous nous intéresserons aux trois leviers qui peuvent permettre aux professionnels du génie climatique de faire la différence dans le contexte actuel. Donc voilà, on aura l'occasion de parler d'hybridation des systèmes, des opportunités que nous offre la réglementation et de la recherche d'innovation et de compétences. On clôturera cette visioconférence avec un dernier tour de table sur les points essentiels à retenir de nos échanges avant la traditionnelle session de questions-réponses. Alors à ce sujet, je précise que devant l'afflux d'inscrits, on a préféré se concentrer sur les questions que nous vous avions donné la possibilité de nous envoyer en amont du webinaire via un formulaire dédié. C'est ce que vous avez fait, on vous en remercie, et donc pour ne léser personne, pour le confort de tous et pour la fluidité des échanges, on a donc sélectionné un panel de questions qu'on a jugées représentatives et qui seront donc posées au terme de ce webinaire. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous partager quelques résultats donc de cette enquête de conjoncture inédite menée par Expert et la ICVF.
Je précise que les résultats complets de cette enquête vous seront envoyés à vous tous participants de ce webinaire d'ici à lundi. Voilà, donc une enquête que nous avons réalisée auprès des ingénieurs, des prescripteurs, des installateurs sur leurs activités, leurs pratiques professionnelles, aussi leur innovation dans leurs métiers respectifs. D'abord un chiffre que je viens de vous partager qui illustre bien les difficultés et en même temps on pourrait dire le volontarisme du secteur. On a quand même un professionnel du CVC sur deux qui voit son activité se stabiliser et qui se dit optimiste pour les prochains mois. Bon, on notera quand même que l'item en dégradation concentre quasiment un tiers des réponses. La preuve que le contexte, évidemment, je ne vous apprends rien, n'est pas encore optimal. Un deuxième chiffre, enfin, en tout cas une deuxième salve de chiffres, parce qu'il y en a beaucoup, comme vous pouvez le constater. Donc, on a également demandé leur état d'esprit aux professionnels face aux problématiques et aux défis de la filière. Vous le voyez, ils sont nombreux. Donc, on voit que la conjoncture économique et le financement de la rénovation énergétique constituent leurs deux principales sources d'inquiétude. On notera que c'est aussi sur l'évolution des techniques qu'ils se montrent le plus confiants, les plus confiants. Donc, c'est sans doute le signe effectivement de l'intérêt stratégique de l'innovation dans le contexte actuel. Et enfin, une dernière diapositive pour vous Corentin, montrer que si je peux me permettre, il y a quand même un facteur très inquiétant dans ce qui était ouais, présenté auparavant, hein, c'est que bon, on a évidemment un tiers d'acteurs qui sont pas confiants, les autres neutres, c'est-à-dire que ils ont une activité, mais ils sont en stabilité, ce qui est plutôt inquiétant par rapport au programme de rénovation et de construction de nos métiers. Et quand je regarde la slide suivante, ce qui moi m'inquiète le plus, c'est la partie peu confiant dans la partie formation compétences puisqu'on sait que là, il y a un point critique extrêmement important pour tous les acteurs d'avoir des salariés qui pourront prendre leur mission et absorber l'évolution des techniques. Hein. Si vous voulez, il y a une sorte de balancier là qui m'inquiète entre une confiance dans l'évolution des techniques et peu de confiance dans la formation et les compétences. Alors, je pense pas que l'IA puisse poser une PAC ou une chaudière dans les prochaines années, hein, mais peut-être que je me trompe et qu'on va voir arriver des robots humanoïdes qui sauront remplacer nos ouvriers, mais jusqu'à présent, voilà, ce point-là m'inquiète un peu. on aura l'occasion effectivement de reparler de l'IA dans la suite de nos échanges. Oui, puis je reviens effectivement, merci Franck pour ce premier commentaire, je reviens effectivement sur cette troisième slide pour effectivement souligner que les professionnels du CVC se positionnent massivement sur les marchés de la rénovation, du chauffage et du tertiaire, qu'à l'inverse, ça rejoint ce que vous venez de dire, Franck, la construction, le résidentiel et peut-être plus étonnant, les énergies renouvelables connaissent une baisse d'activité. Voilà pour moi, Franck, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, non, je suis intervenu justement sur ce sujet. Voilà, ce qui m'inquiète, c'est ce que vous venez aussi de commenter dans la dernière planche, hein, moins d'activité ENR, c'est inquiétant. Alors, est-ce que on a basculé une partie des ENR dans l'activité classique de CVC, clim, Ah, c'est de possible. rénovation, ventilation? Peut-être. C'est peut-être pour ça que les gens peut-être disent ENR, c'est plus focalisé, plus expertise. Je ne sais pas, mais c'est en tous les cas questionnant. Et puis, bon, encore une fois, bravo encore expert de cette initiative. Nous, on est ravis de s'y être associés avec la XCVF et on est aussi extrêmement satisfait de voir que juste après le succès d'Expert et de ses publications, eh bien, les publications de la ICVF arrivent en deuxième position Oui. avec 60% de répondants qui disent qu'ils consultent régulièrement les publications de la ICVF, CVC News, son journal, son hors-site. Donc, bravo à tous mes collègues qui participent bénévolement et activement au rayonnement de la ICVF, dont Nathalie Chang, ici présente, que je remercie personnellement et en son nom tous les autres membres de notre association.
Alors justement, Nathalie, Franck vous tend la main, si je peux dire. Je vous propose, Nathalie, Eric et Richard, un rapide tour de table. Est-ce que vous avez un commentaire à chaud sur les résultats qu'on vient de présenter? Nathalie, pour commencer. Les résultats sont très intéressants. Moi, je rejoins tout à fait Franck. On est souvent en phase d'ailleurs sur les inquiétudes aujourd'hui de la profession. Je pense que voilà, aujourd'hui, on a énormément, enfin, il y a de l'activité, mais on n'a absolument aucune visibilité. Je pense que moi, je suis comme beaucoup de répondants, c'est-à-dire que je navigue en plein brouillard, voilà, avec une conjoncture économique ou un marasme quotidien où on nous dit que tout est catastrophique et à la fois des sollicitations. Et heureusement, mais j'en reparlerai tout à l'heure, un contexte réglementaire qui booste quand même et qui nous permet d'être présents dès l'amont des projets pour aller vraiment vers de la performance. Oui, on voit effectivement que la mise en œuvre de la réglementation, c'est pas forcément ce qui inquiète le plus, hein, les professionnels. Eric, même chose, un commentaire rapide? Oui, un commentaire très, très simple sur les images qui sont à l'écran. Donc, ce que je trouve plutôt rassurant, effectivement, puisque nous sommes, comme vient de le dire Nathalie, dans un flou réglementaro-industriello-économique, il faut quand même le souligner. On parlera tout à l'heure de PPE, de MPR et toutes ces bonnes choses qui nous inquiètent et qui nous occupent au quotidien. Moi ce que je note, c'est surtout que la construction bas carbone, et quand on parle de construction, j'imagine qu'on traite les deux, la totalité des marchés, que ce soit le résidentiel, le collectif ou bien le tertiaire, qui pointe quand même un avis, même si c'est neutre, il y a quand même une sensibilité sur ce sujet-là, que la rénovation bas carbone interpelle. Le financement de la rénovation énergétique fait partie effectivement des sujets d'inquiétude. Hmm. Et ça, on le reprendra tout à l'heure. Euh, mais l'élément que je souligne qui me paraît le plus favorable, c'est la confiance dans l'évolution des technologies. Effectivement, les technologies, nous en disposons. Moi, je parle au nom d'une entreprise industrielle, nous disposons d'un certain nombre de technologies. Même si l'économie est un peu à l'arrêt pour tout un tas de questions, et notamment réglementaires, dans le même temps, les équipes R&D de l'ensemble des industriels continuent de leur côté à travailler au développement de nouvelles technologies toujours plus performantes, évidemment toujours bas carbone. Euh, il nous semble, dans nos analyses au sein du groupe que je représente, que nous devrions arriver d'ici un peu moins d'un mois avec, sous réserve d'un nouveau gouvernement, d'une feuille de route qui soit à peu près claire, qu'il n'y ait pas de remise en question de la volonté sur le marché de l'énergie et du bâtiment, et notamment de la rénovation. Ça fait beaucoup de Alors conditions. le nœud gordien auquel nous sommes confrontés devrait se desserrer, ou plus simplement la contrainte réglementaire et économique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui devrait, et nous le souhaitons et je le souhaite au nom de l'ensemble de nos professions, devrait se desserrer. Hmm. Très bien. Richard, je voulais, pour finir, vous entendre, vous. Il y a quand même ce chiffre qui interpelle, effectivement, seulement, entre guillemets, 36% des professionnels du CVC se positionnent sur le marché des ENR, alors qu'on parle beaucoup de transition énergétique, de décarbonation. C'est clair. Comment vous l'expliquez? Alors, peut-être que aujourd'hui, dans le cadre du tertiaire, de la rénovation et du chauffage, où, pas de façon systématique, mais de façon régulière, on installe des systèmes d'énergie renouvelable. Les professionnels considèrent plus que c'est spécifique avec la petite case ENR. Voilà, qu'est-ce qu'on range dans ces 36% d'ENR? C'est la question. Tant aujourd'hui, la mise en œuvre de pompes à chaleur, notamment, de boîtes solaires thermiques, enfin, du photovoltaïque également. Certains sont en recul, mais voilà, ça fait partie de plus en plus des gestes métiers et des compétences acquises. Après, je voudrais juste revenir sur le sondage juste avant, comme me réjouir que tout le monde ait confiance sur les évolutions techniques et les industriels, je dirais, travaillent et on le verra
deuxième prise de parole, notamment sur l'hybridation des solutions, qui est de bon augure. Je retiens une notion de solarisation des bâtiments, qui est quelque chose qui est peu connu, mais on a voté en Europe une directive européenne sur l'efficacité énergétique des bâtiments, qui dit que tous les nouveaux bâtiments seront solar natifs. Donc voilà, on va construire des bâtiments qui seront solaires. Heureusement, ceux qui seront en rénovation lourde également. Une portée notamment sur les bâtiments publics qui se doivent être exemplaires. Je vois encore des écoles qui sortent vierges de panneaux solaires en 2025, à cet automne. C'est assez incompréhensible. Donc voilà, il y a une petite inquiétude, mais je voudrais rassurer, ça va bien se passer. Et notamment sur le côté financement de la rénovation énergétique, une pointe d'optimisme. Aujourd'hui, le photovoltaïque n'est plus subventionné sur un certain nombre de segments et trouve sa compétitivité même au travers de l'électron vert et solaire, il coûte moins cher que celui que vous fournit votre électricien. Voilà, donc on est aussi aujourd'hui des solutions qui arrivent en maturité économique et qui n'ont plus besoin de financement public. C'est important de le rappeler. Très bien. Eh bien, merci de l'avoir fait. Oui, donc effectivement, on a compris que le contexte politique et économique est compliqué. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? Le premier levier d'action, la première source d'opportunité, donc ça peut être la diversification des technologies, l'hybridation des systèmes, que de plus en plus d'acteurs présentent comme la prochaine étape, l'étape incontournable même. Donc, ça nous permet de démarrer effectivement le cœur de la table ronde, si je peux dire. On va commencer avec vous, Eric. Quand on parle, donc je rappelle, vous représentez le fabricant Intuis. Quand on parle de la fameuse complémentarité des énergies, comment ça se traduit concrètement dans les équipements que vous proposez? Alors, c'est moi qui ai la main ou c'est vous qui avez la main C'est sur nous qui le... l'avons et je crois que ça arrive. Voilà. Très bien, parfait. Merci, Céline. Sur la question des réalisations, on a des réalisations en hybride. Nous avions convenu, Corentin, de faire un focus relativement simple et rapide surtout sur les logements collectifs et les solutions d'hybridation en logement collectif. On a on a pris pour parti de raisonner en deux temps. Je vais essayer d'aller très très vite parce que je vois l'heure qui tourne. D'aller très très vite et on ne traite pas forcément, et Nathalie ne me contredira pas sur ce point-là, on ne traite pas le marché du neuf comme on traite le marché de la rénovation. Je voudrais simplement vous partager deux réalisations. L'oiseau n'est pas de moi, par contre. Deux réalisations en construction neuve et trois réalisations en rénovation. On va aller très très vite. Alors, nous avons aussi un parti pris au sein du groupe Intuit, c'est de travailler compte tenu des technologies haute température avec des pompes à chaleur de forte puissance qui fonctionnent à 290. On vise autant que faire se peut. Je dis bien autant que faire se peut dans la mesure où il n'y a pas d'opposition, loin de là d'ailleurs à l'hybridation. L'idée étant de parvenir, quand cela le permet, alors c'est beaucoup plus facile en construction neuve, mais de pouvoir raisonner autant que faire se peut en tout élec, et idéalement en tout élec et sans appoint. Voilà. Euh, un premier programme de rénovation, les slides seront partageables, j'imagine. Vous êtes allé un peu trop vite derrière à la régie. Voilà. Un premier programme de 53 logements collectifs sur lequel on a traité la part Excusez-moi ECS. Eric, que je vous coupe, n'hésitez pas à dire c'est valable pour les autres intervenants, n'hésitez pas à dire à Céline du coup quand est-ce que vous voulez passer à la slide suivante, Oui, oui, ce sera oui. plus simple pour elle. Voilà. On va le Merci. faire comme ça. Donc une part ECS de deux packs de grosse puissance avec du stockage ECS de 1500 et 5000 litres, un pilote qui permet d'assurer et la gestion des températures et le stockage en 100%, 100% des besoins sans appoint sont couverts pour la part ECS. Sur la slide suivante, on présente un programme voilà, en chauffage et ECS, 62 logements en construction neuve, trois pompes à chaleur de 80 kW. Plusieurs hypothèses avaient été posées sur ce programme-là. En tout gaz THPE et une part ECS en pack. À la finale, le promoteur a préféré partir sur un programme en tout élec. Et donc la part chauffage est couverte en pack, la part ECS est couverte la production de CS, 100% des besoins seront couverts en pompe à chaleur.
sans aucun appoint aujourd'hui, au détail près que les deux, nous sommes sur deux installations distinctes. Le CS est traité d'un côté et le chauffage. Il n'y a pas de système double service qui est intégré à ce sujet. Et je propose qu'on passe à la slide 6 sur la rénovation. Voilà. Là, on a travaillé sur... vous êtes allé beaucoup plus vite que moi. Vous êtes déjà arrivé là. Non, c'est ça. Donc sur Marseille, 94 logements, rénovation intégrale des générateurs. On avait un système gaz historique qui était implanté, de l'implantation de 4 pompes à chaleur 80 kW. Je ne vais pas vous lire ce qui était à l'écran. En matière de dimensionnement, c'est ce qui nous paraît le plus important. Chauffage CS 100% PAC, avec une chaudière qui avait été conservée dans un premier temps en appoint, puis dans un second temps en secours. Elle a été maintenue en secours. La région s'y prête aussi. Et donc la suppression de la chaudière la chaudière a été supprimée après la première année d'exploitation. J'attire simplement votre attention également sur la question de la performance en chauffage et en ECS qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des niveaux de performance relativement intéressants. Le slide suivant, s'il vous plaît. Toujours en logement collectif, on change de région, on arrive sur Villeurbanne, on n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions climatiques. Là aussi, pompe à chaleur pour la production de chauffage, pompe à chaleur indépendante pour la production du stockage relativement important. 85% des besoins sont assurés par les PAC. Un appoint gaz pour les 15% récents. La totalité de l'ECS est couverte par les PAC haute température. La raison de l'appoint, du maintien de l'appoint, au-delà de la couverture des besoins, il y a aussi dans l'accord qui a été mis en place sur ce programme, un contrat de performance énergétique qui impose pour des questions de garantie, et notamment de garantie de service, de maintenir, ça le prévoyait déjà, donc de maintenir un appoint gaz. Hmm. Le prochain slide qui dit, voilà, proposition sur Paris, donc 250 logements, où là on a donc tout un dispositif de pompe à chaleur qui a été mis en place. On a surtout une difficulté d'isolation et de perte en ligne sur la distribution hydraulique, d'où le maintien des 20% en appoint gaz. Conclusion de ces éléments-là, ça permet simplement la preuve par l'exemple, parce qu'on a eu des discussions avec un certain nombre d'acteurs, et notamment avec des représentants de l'ADEME, vous expliquant que suite à la publication de leur étude sur 1001 PAC qui traite une centaine de PAC en résidentiel, beaucoup d'interrogations sur la capacité des pompes à chaleur en collectif, notamment des PAC haute température, à traiter, à apporter une réponse au moins performante et efficace. L'idée étant simplement, Corentin, de pouvoir partager quelques réalisations qui sont aujourd'hui effectives et qui fonctionnent. Voilà, pour le Eh moment. bien, merci. C'était effectivement assez intéressant de voir en construction, en rénovation, et puis donc notamment en collectif comment ces choses-là sont possibles. Richard, on continue avec vous. La mixité des systèmes, des énergies, elle passe aussi par le solaire. Oui, merci. Sachant qu'on a des technologies solaires aujourd'hui, des technologies solaires thermiques sans vitrage, qui vont nous permettre de produire de la chaleur généralement autour de 40 degrés, j'y reviendrai, et des capteurs solaires avec vitrage qui produisent généralement de la chaleur autour de 80 degrés, qui sont des installations solaires un peu classiques, traditionnelles, telles qu'on les connaît depuis une vingtaine d'années, qui permettent de s'hybridifier d'ores et déjà avec du gaz. Pourquoi brûler du gaz quand on peut faire de l'eau chaude sanitaire avec du solaire thermique? Idem avec le bois. Aujourd'hui, on voit des couplages sur du fuel exit, où on enlève la chaudière fuel et on met une chaudière bois à granules avec de l'eau chaude sanitaire, un ballon tampon. Et finalement, on va utiliser le meilleur du bois pour le chauffage. Et puis, dès qu'on va passer à la mi-saison, on va pouvoir basculer aux choses sanitaires 100% solaire. Donc, on a ce type de couplage.
On peut se coupler avec une pompe à chaleur également, hein. Je voyais les exemples qui étaient donnés avant, notamment pour le poste chaud sanitaire pour consommer un panel de technologies. Et après, on a des nouvelles technologies hybrides qui sont, entre guillemets, mises en marché depuis quelques années avec des bons résultats. C'est ce qu'on appelle la PAC solaire ou la PAC solarothermique, où là, on a un capteur solaire basse température, donc non vitré, aux alentours de 40 degrés, qui va servir de source froide à la PAC. Donc, il y avait déjà les PAC solaires pour la production d'eau chaude sanitaire collective qui étaient soutenues par le Fonds Chaleur. J'entendais hier qu'on devrait pouvoir l'année prochaine pouvoir avoir des packs solaires sur le poste eau chaude et chauffage avec du solaire basse température. Ça permet d'améliorer les coefficients de performance des pompes à chaleur. Je voyais que sur le CS, tout à l'heure, on plafonnait plutôt à 2,5. On va pouvoir monter à 3,5 et sur le chauffage, peut-être aussi augmenter la contribution solaire. Et enfin, on a des solutions hybrides, y compris dans le capteur solaire non vitré, avec du PVT, du photovoltaïque thermique. Donc, en face avant, on produit l'électricité, en face arrière, on récupère de la chaleur fatale qui est envoyée à la pompe à chaleur. Cette électricité va pouvoir couvrir une partie de la consommation de la PAC, de la sorte d'avoir des OPEX, des consommations de la pompe à chaleur qui seront vraiment ultra basses pour le poste au chaud des chauffages. Et puis, on voit également arriver des solutions quand on est en 100% PAC qui peuvent être alimentées. Alors, ce n'est pas de la chaleur solaire en tant que telle, mais les entre guillemets pour l'autoconsommation photovoltaïque qui se développe par ailleurs. J'espère avoir été assez succinct pour ce tour d'horizon. C'est très bien parce qu'effectivement, on leur tourne, donc on va essayer de tenir les délais. Nathalie, on continue avec vous. Alors, on va partager également votre présentation. Qu'est-ce qu'un BE comme Tribu Énergie, donc prescrit comme solution donc hybride, puisqu'on parle d'hybridation, pour atteindre donc cet objectif de décarbonation? Alors, si on peut aller sur la slide suivante, merci. Alors déjà, moi, je regrette une étude qui était demandée dans la continuité des différentes réglementations thermiques, qui est l'abandon de réaliser une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie. Pour moi, c'est une aberration d'avoir supprimé cette étude parce que justement, on a aujourd'hui, plus que jamais, besoin de poser les hypothèses, le contexte, les différentes solutions pour deux raisons. Tout d'abord, les industriels, on le voit en France, ne cessent en fait d'innover et de proposer des nouvelles solutions techniques et on ne peut pas se contenter de dupliquer toujours la même solution qui ne va pas forcément être adaptée d'un projet à un autre. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble très important, en fait, c'est de poser le crayon pour pouvoir comparer les différentes solutions qui sont envisageables en termes d'énergie, d'hybridation, énergie renouvelable. Ce qu'il faut voir quand même aujourd'hui, c'est que un appartement dans un logement collectif, il a un besoin le jour où il fait moins 7 degrés en chauffage. Sa puissance max, elle est entre 800 et 2 kilowatts. Donc, entre 800 et 2 kilowatts, ça veut dire qu'un grille toast et un sèche-cheveux, ça fait le chauffage, j'y vais fort, mais dans le logement. Et donc, aujourd'hui, on est en train on conçoit des installations qui sont hyper complexes avec tout un réseau hydraulique où finalement les vannes d'équilibrage sont pas si à l'aise que ça pour fonctionner pendant 80% du temps. Donc pour moi, c'est déjà, on choisit en fonction des besoins du projet la bonne solution technique et l'hybridation. Bon, je parle d'une hybridation tout à l'heure plutôt gaz-pack, bien sûr, mais aujourd'hui, on commence à retrouver aussi des hybridations avec des panneaux rayonnants électriques, en tout cas de l'effet Joule pour la partie chauffage et l'hybridation qu'on va faire plutôt
plutôt sur la partie eau chaude sanitaire. Donc là, je vais un petit peu à contre-courant, mais en fait, aujourd'hui, quand on a des bâtiments qui sont ultra bien isolés, et d'autant plus qu'on va vers des BBO -20 ou -40, en fait, c'est plus que jamais la question peut se poser d'aller vers, de revenir en tout cas à de l'effet Joule. Si on va sur et alors ce qui est très important aussi, c'est qu'aujourd'hui, si on veut faire des installations qui sont complexes, il faut des missions de maîtrise d'œuvre complète, il faut du commissionnement pour accompagner la bonne mise en route de ces installations. Sinon, on risque d'avoir tout qui fonctionne sur la pointe et en fait de perdre le bonus de l'énergie renouvelable mise en place. Et bien sûr, après, il y a le choix du prestataire de maintenance qui est aussi très important. Alors, si on va sur la slide d'après, oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire dans la continuité de cette étude de FESA, c'est de se poser les bonnes questions en matière de performance sur le choix du système, pas que énergie primaire, énergie finale, CO2, mais aussi sur les aspects coûts d'investissement, charges, coûts de maintenance, mais également sur tous les aspects, sur les impacts architecturaux, le confort, la sécurité, les impacts structurels, surtout en rénovation, hein, où là, il y a des sujets qui sont très, très importants. Si on va sur la slide suivante, donc là, j'ai mis un exemple de justement d'une opération qu'on a en ce moment de logement collectif qu'on a conçu avec une hybridation GASPAC d'une soixantaine de logements collectifs avec l'avantage, eh bien, c'est cette mixité des énergies. Ça nous permet d'avoir des tailles d'unités extérieures qui sont relativement réduites et puis un coût d'investissement qui est assez intéressant par rapport à du 100% PAC. Aussi, moins de tirage sur les réseaux électriques, une diminution des émissions de CO2 par rapport à une solution 100% PAC et un rendement finalement optimisé de la pompe à chaleur. Mais maintenant, effectivement, faire des installations comme celle-ci, ça demande vraiment quelques points de vigilance sur les dimensionnements, sur les nuisances acoustiques, sur les sujets d'études structurelles, de traçage par réseau hydraulique, notamment quand aujourd'hui on nous demande de morceler de plus en plus les parcelles pour des questions d'urbanisme et ça pose des vrais soucis de faire passer tous nos réseaux hydrauliques en extérieur. Donc, il va falloir les tracer et bien sûr, mise en œuvre et maintenance soignée. Ça, c'est pour après. Ça, c'est pour après. Justement, tu vas peut-être garder la main finalement parce que donc voilà, le premier levier d'action, c'était l'hybridation, on en a parlé. Le deuxième levier sur lequel on voulait revenir, c'était la réglementation. C'est aussi évidemment un élément incontournable avec lequel les professionnels du bâtiment et de l'énergie doivent composer. Les textes sont nombreux, vous les connaissez tous, hein, RE 2020, décret tertiaire, décret BAX, etc. S'y ajoutent les directives et règlements européens qui n'ont pas toujours l'air de simplifier la tâche, et pourtant le levier réglementaire, ça peut être aussi un moyen de transformer la contrainte en opportunité, notamment en poussant l'efficacité énergétique via des systèmes de régulation. Donc Nathalie, tu gardes la parole, et donc on va pouvoir effectivement enchaîner avec la slide suivante. Avec les textes dont on dispose aujourd'hui, quel rôle effectivement peut espérer jouer ces systèmes de régulation qui, eux, par contre, se portent plutôt bien, hein. La GTB, c'est un marché qui ne tire pas vraiment la langue, Ouais. contrairement aux autres, hein. Oui, effectivement, tu le rappelais, Corentin, le sujet des différentes réglementations. Néanmoins, j'attire quand même l'attention sur le fait que autant dans les logements, il y a effectivement aujourd'hui on applique le sujet, c'est la RE 2020 qui guide souvent les solutions techniques. Autant sur les bâtiments tertiaires, il faut vraiment être un peu plus prudent puisque on a le décret tertiaire qui s'applique aussi bien sur les bâtiments neufs que sur les bâtiments existants. Et ça, c'est quand même hyper important parce que je vois beaucoup de projets aujourd'hui qui sortent avec une mono-obsession de la RE 2020, mais qui, à mon sens, risquent de ne pas forcément être conformes
en termes d'objectifs décrets tertiaires, notamment 2030 moyen, mais a fortiori 2050. Et effectivement, le sujet du tertiaire, il est aussi boosté avec le sujet du décret Bax, avec la loi pour les énergies renouvelables. Bon, il y a tout un cadre réglementaire qui fait que tous les systèmes de GTB, les systèmes performantiels sont quand même bien mis en avant. Alors, sur la slide suivante, je voulais juste faire part. Non, il m'en manque une juste avant la slide. Voilà. Je voulais vous faire part quand même d'un sujet qui est bon, réglementation. Est-ce que c'est une galère ou une opportunité? Et en fait, on voit, j'ai fait un petit historique en fait des solutions techniques Ouais, c'est bien. qui ont permis d'évoluer dans le temps pour quand même montrer que bon, bien sûr, j'ai toujours défendu la réglementation parce qu'en France, je pense qu'on en a besoin. Mais 1974, on a commencé voilà, avec l'isolation qui s'est banalisée. 88, ça a été le double vitrage. En 2000, les ruptures de pont thermique dans les menuiseries acier, avec les obligations de mesure qui ont commencé. La RT 2005, les protections solaires. On a supprimé les chaudières gaz surveilleuses. C'était la banalisation des rupteurs de pont thermique pour contrer notre isolation par l'intérieur. La RT 2012, c'était le début des énergies renouvelables, notamment pour les maisons, puisque on avait effectivement une obligation, les mesures d'étanchéité à l'air. Et là, vous voyez que depuis quelques années, alors j'ai mis RE 2020, mais c'est pas que RE 2020, hein, c'est RE 2020, Bax et compagnie. Voilà, il y a vraiment les pompes à chaleur, les systèmes d'hybridation, d'énergie renouvelable, la GTB, les énergies renouvelables, bien sûr, avec la loi pour les énergies renouvelables, et puis aussi toute la partie en termes de bas carbone pour la construction et l'économie circulaire qui viennent effectivement par-dessus tout ça. Donc, je pense que voilà, il faut le prendre vraiment comme une opportunité et de faire toujours mieux. Si on va sur la slide suivante, ce que je voulais rappeler aussi, c'était qu'un bâtiment bas carbone, c'est une approche globale et pas que système. On a commencé voilà, par une étude que vous avez faite qui est super, qui est très très axée sur les systèmes CVC. Mais voilà, je rappelle cette roue qui vient aussi des travaux du plan bâtiment durable. C'est où on s'implante, quelles sont les énergies décarbonées, quelles sont les surfaces dont on a besoin, comment on gère mieux, quelles sont les ambitions aussi qu'on vise sur un projet, parce que on n'a pas du tout, par exemple, les mêmes solutions techniques en promotion et chez un bailleur social. Le bailleur social va nous demander un système qui soit le plus économe en charge, alors qu'un promoteur va nous demander un système qui soit le plus économique à l'investissement. Et donc, ce ne sont pas forcément les mêmes systèmes énergétiques qu'on mettra en place. Si on va sur la slide suivante, oui, je faisais juste un petit rappel sur les matériaux de construction. Je pense qu'il ne faut pas les oublier. On a une dynamique absolument formidable aujourd'hui en termes justement de décarbonation de l'industrie, de nos matériaux de construction. Vous voyez les progrès mais hallucinants qui ont été faits, notamment dans la base de données INES, et on voit que nos industriels, ils jouent le jeu, que ce soit sur les FDES ou les PEP, même si on est toujours frustré parce qu'on ne trouve jamais le bon produit dans la base de données au moment où on en a besoin. Mais en tout cas, on voit qu'on est sur une progression qui est absolument top. Maintenant, je mets un petit bémol sur le fait qu'il ne faut pas être mono-obsessionnel sur le sujet du carbone. Les FDES et les PEP, elles sont très riches sur d'autres aspects, notamment sur d'autres aspects en termes de bilan environnemental, et qu'il faut prendre du recul parce qu'aujourd'hui, effectivement, on voit beaucoup d'industriels qui développent, qui en fait transforment leur mode de fabrication de tous les produits uniquement sur le sujet carbone, qui pourrait être au détriment d'autres éléments qui seraient un peu néfastes pour la planète. Donc faisons quand même attention.
sur la slide suivante, ce que je voulais dire aussi, c'était, on a parlé d'hybridation, mais il y a aussi un sujet qui est en lien avec le confort estival. Aujourd'hui, le confort estival, ça devient une priorité absolue, on le sait, avec le réchauffement climatique. Et donc, et ça va avoir un lien aussi avec la question que tu m'as posée, Corentin, c'est-à-dire sujet d'hybridation, sujet de régulation. Le sujet d'hybridation, c'est vrai que je vous parlais tout à l'heure du convecteur électrique, mais en fait, le convecteur électrique, il a plus lieu. Il a lieu d'être si on fait que du chauffage et qu'on traite le confort d'été très bien par ailleurs. Maintenant, si on est sur des zones un petit peu sensibles, je pense par exemple à des établissements de santé ou certaines typologies de tertiaires, l'hybridation, elle a tout son sens pour aussi profiter de la pompe à chaleur pour pouvoir faire du froid. Ou alors sinon, on se reporte sur d'autres solutions plus techniques, plus, je dirais, euh, plutôt de rafraîchissement comme l'adiabatique, le puits climatique, les brasseurs d'air. En tout cas, priorité absolue à une meilleure conception de l'enveloppe des bâtiments, que ce soit sur les surfaces vitrées, mais également les protections solaires, puisque on voit encore des bâtiments qui sont trop vitrés pour aujourd'hui pour pouvoir passer les futures canicules. Alors effectivement, on en met souvent pour le confort visuel, mais aujourd'hui, le confort estival, c'est une priorité. Si on va sur la slide suivante, le sujet effectivement de la régulation, c'est un sujet. Honnêtement, c'est un sujet en termes de compétences. Aujourd'hui, effectivement, on demande aux ingénieurs fluides de concevoir des installations de GTB avec des éléments qui sont très complexes. On continue aujourd'hui, on passe ça effectivement à des entreprises. Moi, ça fait plus de 15 ans que je milite pour qu'on ait un lot dédié GTB dans les CCTP. Aujourd'hui, chacun écrit son CCTP avec ses propres caractéristiques et on se retrouve avec des composants qui ne fonctionnent pas ou mal, ou qui ont du mal à communiquer. Et donc, il faut effectivement avoir un langage commun, un traitement transversal de tous les équipements, parce qu'il n'y a pas que le chauffage, il y a effectivement le chaude sanitaire, la ventilation, la clim, l'éclairage, les stores, et trop souvent encore, on se retrouve à passer plusieurs mois après la livraison du bâtiment, après les OPR, pour faire en sorte que tout ça fonctionne. Il faut prendre la GTB avec effectivement cette approche transversale, mais également des analyses fonctionnelles qui tiennent la route et qui, dès le départ, sont réfléchies par l'équipe pour savoir quand est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut effectivement que cette GTB fasse. Donc tout ça, ça se construit. Très bien. Déjà, merci pour ce tour d'horizon assez complet sur la réglementation. Richard, vous prenez la suite. Quand on a préparé ce webinaire, vous m'avez dit que le fait de mesurer, de contrôler, de piloter, ça va dans le sens de l'histoire. Donc, concrètement, pour les installations solaires, ça se passe comment, cette notion de régulation, effectivement, d'optimisation? Alors, en premier lieu, je vais parler du solaire thermique et après, je reviendrai sur le solar mandate, l'obligation de sonorisation des bâtiments. Donc, sur le solaire thermique collectif, notamment, au travers de SoCall pour solaire collectif, qui est une communauté d'experts, on a travaillé sur le suivi de performance, l'instrumentation qu'on doit mettre en place, alors soit avec un report électronique, soit avec un report compteur. Au passage, l'obligation de reporting électronique va arriver dans le fonds chaleur à l'horizon du 1er janvier 2027. Donc voilà, une obligation, entre guillemets, de contrôler, de mesurer, de contrôler, de reporter comment fonctionne une installation solaire thermique. C'est les obligations pour pouvoir bénéficier du fonds chaleur de l'ADEME, pour tous les professionnels du génie climatique qui s'intéressent
s'intéresse au solaire thermique collectif et toutes les solutions qu'on a qui peuvent faire du reporting à une GTB ou pour l'exploitation maintenance par ailleurs, je les enjoins à rejoindre SOCO, le solaire thermique collectif. C'est un peu plus de 3000 professionnels aujourd'hui qui sont fédérés pour faire qu'on ait des performances durables et maintenues dans le temps sur 10 ou 15 ans. Et plus. Après, je voulais revenir sur un deuxième point que j'avais parlé en introduction, l'obligation de solarisation des bâtiments, Solar Mandate, c'est quelque chose qu'on a voté au niveau européen et globalement, l'enveloppe de nos bâtiments va servir à produire de l'énergie, en particulier de l'électricité, mais également de la chaleur, parfois les deux, avec des solutions hybrides pour pouvoir améliorer la performance des pompes à chaleur, mais qui va également nourrir nos véhicules électriques, parce qu'on va sortir du fossile pour notre mobilité. Donc demain, on a des nouveaux besoins électriques qui vont arriver au niveau des bâtiments. Ça peut poser des questions en termes de puissance soutirée. Donc comment est-ce qu'on arrive à gérer en même temps des bandes de recharge? Est-ce qu'on met un peu de stockage, entre guillemets, pour faire le tampon. Donc, voilà, sur le photovoltaïque, c'est le suivi, la mesure de la performance et le pilotage sont des choses qui sont aussi intégrées nativement. Voilà, sur les deux formes d'énergie solaire, hein, je dis que dans le photon, tout est bon pour la transition, la calorie et l'électron. Donc la calorie, notamment sur les usages collectifs, aujourd'hui, on généralise le suivi de performance. Et c'est bon, entre guillemets, pour s'avérer, être sûr qu'on a des économies. Et quand on fait des contrats de performance énergétique, il faut être sûr que l'économie est au rendez-vous. Et puis, par ailleurs, sur le photovoltaïque qui sera implémenté, c'est pas aujourd'hui dans la réglementation française. Il n'y a pas d'obligation de mettre du photovoltaïque dans le résidentiel collectif ou dans l'habitat individuel. Ça va arriver et aujourd'hui, c'est déjà intéressant de le faire, même si c'est pas obligatoire. Voilà, on renverse un peu les choses, on peut devancer la réglementation pour livrer des bâtiments qui seront à faible charge. C'est une préoccupation des bailleurs sociaux, mais je pense que demain, ça sera aussi une préoccupation des promoteurs immobiliers, puisqu'on a des solutions simples. Et puis, dans le tertiaire également, on a quand même de gros enjeux, à la fois de livrer du tertiaire neuf à très faible charge, et puis sur le tertiaire rénové, avec le décro tertiaire, on a une sacrée rampe de marché qui est devant nous. D'accord. Merci Richard. Eric, de la réglementation découlent aussi les dispositifs d'aide à la rénovation énergétique, MaPrimeRénov', les C2E, les certificats d'économie d'énergie. On assiste à un véritable feuilleton depuis maintenant quelques semaines ou quelques mois. Les rebondissements sont sans doute pas terminés. Vous, en tant qu'industriel, en fait, comment vous vous positionnez par rapport à tous ces changements au niveau de vos choix stratégiques? Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics finalement en matière de réglementation? Alors, je vais tenter de vous répondre de la manière la plus succincte qui soit. Quand on regarde aujourd'hui le dispositif fiscal, le dispositif lié aux conditions d'aide, on peut considérer aujourd'hui que le système est à peu près stable, du moins on le souhaite. Il y a un certain nombre, tout l'arsenal réglementaire est posé, tout ce qui a trait au décret pour le bâtiment dans son ensemble, de l'ARE jusqu'au décret BAX avec toutes les intermédiaires par typologie de bâtiment. L'arsenal existe, il est stable et logiquement il ne bougera pas. Pour ce qui concerne les dispositifs réglementaires liés aux aides, donc tout le volet fiscal. Aujourd'hui, MPR, on assiste avec MPR, avec le dispositif MaPrimeRénov', qui est financé par de l'argent public, c'est-à-dire par de l'argent d'État, c'est-à-dire des revenus issus de nos ponctions fiscales. On est dans un régime fiscal qui fonctionne relativement bien. Mais aujourd'hui, on assiste à un grand mouvement de balancier de l'argent public par lequel est alimenté le dispositif MaPrimeRénov' vers de l'argent privé qui alimente le dispositif des C12E. La bascule, elle se fait là aujourd'hui. MaPrimeRénov' vers les C12E. Globalement, c'est redonner la main aujourd'hui aux oubliés, et notamment aux énergéticiens. À côté de ça, on a un dispositif que sont les certificats d'économie d'énergie qui ont fait l'objet d'un certain nombre, on ne va pas le reprendre en détail là, un certain nombre de fiches ont été révisées, ont fait l'objet d'une révision. Donc, de ce point de vue-là, tout est en place. Il nous manque deux éléments là-dedans.
Il nous manque un premier élément, on l'a déjà évoqué ensemble en préparant ce tour de table, c'est le projet de loi de finances. On parle de PLF, le projet de loi de finances aujourd'hui. Alors, ça tombe bien parce que ça devrait tomber peut-être entre maintenant et dans Peut-être. les heures qui viennent ou les quelques jours. Mais c'est un peu comme Nessie, vous savez, ce serpent des lacs là dont on voit Oui, jamais la typique. fin ni Ouais. franchement la tête. On en est là. Alors c'est vrai que c'est pitoyable, mais aujourd'hui c'est la situation avec laquelle on doit composer. Et puis on a aussi un document de fond sur lequel un certain nombre d'entre nous, et j'envoie d'ailleurs un clin d'œil à Franck parce que je sais qu'il a passé aussi beaucoup de temps sur le sujet. C'est un machin qui s'appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça conditionne le développement des énergies par type d'énergie, en allant en passant par les solutions solaires, c'est ce qu'évoquait Richard tout à l'heure. Euh, Ce sont à 4 années de travail, de contribution, de temps passé, de négociation, euh, pour un sujet qui aujourd'hui est suspendu au-dessus d'un ballon d'hélium, là. Voilà, Mm. c'est ça, ça me voit ça la réalité. Une fois qu'on aura ces éléments-là, on verra où est-ce qu'on va. Aujourd'hui, il ne vous a pas échappé qu'on n'a pas de Premier ministre, qu'on a un gouvernement qui est transitoire, suspendu, démissionnaire. On ne sait pas où on va, on a un certain nombre on a un certain nombre de sujets comme l'arrêté sur la révision du coefficient d'énergie primaire était sur le Mm. bureau de Bayrou, pas, sans faire de politique ou d'expliquer un peu les métiers des uns et des autres, était sur le bureau du Premier ministre à l'époque, qui a été signé juste avant son départ. La PPE était le dossier suivant. Et le Mm. dossier de la PPE n'a pas été signé. Il a été écarté, il est remis, il a été renvoyé sine die. Ok. Donc aujourd'hui, ce qui nous manque par-dessus tout, bon, de manière très overall, c'est d'avoir un plan, un véritable plan avec du courage politique. Et à partir de là, je vous propose que, à l'issue de la nomination du gouvernement, ou tout du moins dans les 3 mois qui suivront le prochain gouvernement, qui se voudrait stable, je dis bien qui se voudrait stable, je propose que nous refassions un tour de table sur les évolutions dans la même configuration, avec les mêmes acteurs, sur les conditions d'évolution et quelles seraient les révisions. Aujourd'hui, on a tout le dispositif. Les industriels, les énergéticiens sont au point. Les industriels, je pense que nous avons fait le boulot et nous avons encore des développements en cours, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. On a aussi l'avantage en France d'avoir une chaîne de valeur sur la construction. Et quand on parle de construction, ça embarque la construction, l'énergie, l'ensemble des métiers qui vont autour, jusqu'aux équipements. Et quand on parle des équipements, il n'y a pas d'équipement qui se pose. Franck m'a fait peur tout à l'heure avec l'intelligence artificielle. Effectivement, il n'y aura pas d'humanoïdo, je ne sais quoi, qui ira poser nos équipements. C'est plutôt rassurant d'ailleurs. Je Mm. pense que les calculs ne seront pas faits, les calculs de performance, de construction et de performance ne seront pas réalisés non plus même s'il peut y avoir un soutien dans certains cas. Mm. Mais on n'en est pas là. Donc ma proposition, Corentin, c'est revoyons-nous ou échangeons, faisons un bilan, une matinale d'ici 2 mois avant la fin de l'année. Faisons une matinale sur les levées de croissance en espérant que ce que l'on se dit là ne sera pas perturbé par une hypothétique ou possible révision. Ouais, si tant est que ça ait bougé effectivement d'ici là. Juste peut-être quelques mots rapides sur le plan PAC aussi, Eric, parce qu'il y a Oui, bien aussi sûr. des industriels qui ont investi massivement dans le cadre de ce plan PAC pour viser le million d'unités produites en 2027. On en est encore loin, visiblement. Et puis il y aurait possiblement une nouvelle version aussi dans les tuyaux, mais bon, là c'est comme le reste, c'est soumis un peu aux aléas du direct politique. Donc Alors, oui, si en très 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 rapidement, résumé du plan PAC. Annonce de Macron à l'automne 2023, déclaration, annonce de la volonté de fabriquer en France 1 million de pompes à chaleur sur le territoire français pour alimenter le territoire français. Au global, 1 300 000 pompes à chaleur fabriquées, fabriquées en France, dont 300 000 destinées à l'export. Très bien. Quand on est industriel ça vous fait français, rire. ce que nous sommes, on se pose la question du comment. Hmm. De quoi est composé ce million de packs. Donc en réalité, ça traitait
Je vous passe les détails, parce qu'on a eu les détails, on aura l'occasion d'en parler à l'occasion. Donc, dans ce million de packs étaient effectivement intégrés également les chauffe-eau thermodynamiques, parce que c'est une solution thermodynamique et c'est une pompe à chaleur plus petite qui permet d'assurer la production de chaude. Le plan PAC est sorti, les annonces sont faites à l'époque par Bruno Le Maire, Roland Lescure, Bruno Le Maire à Bercy, qui a provoqué tout un mouvement de vague il y a quelques 72 heures. Voilà. Moi, je suis à l'étranger pour le moment, donc je vois ça de loin. Euh, Présentation du plan PAC qui est par Bruno Le Maire aux finances, Roland Lescure à l'industrie. Un plan qui se veut plutôt en soutien extrêmement important de la filière industrielle française, puis très rapidement de la filière industrielle française et européenne. Non pas sur un dispositif de contre, mais l'idée, enfin d'autres énergies ou d'autres fabricants ou d'autres technologies. L'idée de base étant simplement, de s'appuyer enfin, d'utiliser, d'actionner les leviers de la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, pour pouvoir accélérer la décarbonation et l'optimisation énergétique de la France avec un plan de rénovation, notamment dans le cadre d'un plan de rénovation, en s'appuyant sur des savoir-faire français, dans la mesure où l'industrie française permet aussi d'accompagner, d'une part, la question de l'emploi, la question de l'économie dans les territoires, mais également au plan national. Et l'industrie française est également un contributeur relativement important au PIB. Alors, je ne ferai pas le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui avec Chine. Je ne parle pas du pays, je parle de la marque qu'on voit arriver en France sous des biais divers et variés. Ça n'est pas notre sujet. Donc voilà l'idée. Le plan a été engagé. Et puis, vous n'avez pas échappé que avec une annonce le 15 avril 2024, à partir du début de l'été, on a vu un début de retournement du marché pour retenir simplement un chiffre, marché de la pompe à chaleur, pour retenir simplement un chiffre, atterrissage de la pompe à chaleur, pour faire court, -40 en 2024. Mm. Voilà, c'est ça la réalité. Alors, coup d'arrêt, parce que tout n'a pas été vu, parce que les interministériels n'ont pas forcément été menés comme elles auraient dû l'être entre l'industrie, l'énergie, la finance, la Cour des comptes, la Direction générale du Trésor, Mm. et puis cette instabilité et cette instabilité gouvernementale n'a pas non plus facilité les choses. Chemin Ça, c'est faisant, il sûr. s'est passé Ouais. une chose le 9 juin 2000, si je dis pas de bêtises, le 9 juin 2024, euh, qui a été une révision globale de notre système gouvernemental avec une Mm. dissolution. Donc voilà. On a plutôt bon espoir aujourd'hui de toute manière, puisque et c'est à ça que je m'accroche en tous les cas, c'est que les directions avec lesquelles nous travaillons, que ce soit côté DGE, DGEC, Direction générale des entreprises, Direction générale énergie, climat, les équipes ne sont pas déstabilisées. Elles sont Mm. impactées en cas de changement de direction, bien évidemment. Ce sont les ministères qui changent. Le gros du travail est fait. Et pour D'accord. conclure sur ce point, ce qui nous manque donc aujourd'hui pour le plan PAC, c'est d'avoir un engagement autour de la volonté de nos politiques de continuer à porter la filière industrielle française et européenne, puisqu'on ne peut pas dire, on ne peut pas parler uniquement de la filière française, Mm. pour tout un tas de raisons, notamment vis-à-vis de la commission économique. Mais on peut en faire 2 heures sur le sujet et nous n'avons pas le temps. Alors oui, parce J'espère que avoir été clair. effectivement, c'était parfait. Oui, parce que donc effectivement l'investissement, ça, alors la visibilité qui vous manque, c'est donc le prérequis à l'investissement dans la production. L'investissement, ça passe aussi dans la recherche, dans le développement, dans les innovations. Ça nous amène au troisième et dernier levier d'action. Donc, on va essayer d'aller assez vite parce qu'effectivement, on leur tourne très vite. Juste quelques chiffres en préambule. Donc, le bâtiment, je le rappelle, c'est 25% des émissions de CO2 de la France, c'est 47% de la consommation d'énergie de la France. Pour espérer atteindre la neutralité carbone en 2050, les émissions du bâtiment devraient baisser de 45 millions de tonnes pour atteindre seulement, entre guillemets, 30 millions de tonnes en 2030. Eric, vous gardez la main. Du coup, qu'est-ce qu'un industriel, pardon, comme un Suisse a comme innovation dans ses tuyaux, justement, pour relever ce défi de la décarbonation? Alors, si on peut reprendre dans les slides existantes, et je vais essayer de faire très vite. La slide qui, de mon côté, ça s'appelle la slide numéro 10. Euh, voilà.
et d'aller directement sur la question de rafraîchissement. Je vais vous faire un mot sur les questions de rafraîchissement et de confort d'été, Hum, et je vais essayer de reboucler rapidement. Si on peut aller à la slide directement, à la slide suivante. En termes de développement, ce à quoi nous nous sommes attelés, toujours dans le cadre du plan pompe à chaleur, j'essaie de garder un peu de cohérence dans ce que je vous Une explique. passerelle, ouais. C'est un programme de construction neuve dans lequel on a embarqué du chauffage, de la production d'eau chaude et du rafraîchissement. Le tout se fait sans appoint, le bâtiment est extrêmement performant. Alors, je suis toujours pas ni ingénieur, ni technicien, ni spécialiste du bâtiment. Par contre, beaucoup plus spécialiste de l'industrie et des programmes de développement. Donc, on a mis au point un système de pompe à chaleur triple service qui est en capacité d'assurer et la production d'eau chaude et le chauffage, qui ne nécessite pas non plus une part relativement importante et pour laquelle nous avons intégré la dimension du rafraîchissement. Donc, pompe à chaleur de grosse puissance pour le chauffage, pour le rafraîchissement et pour la production d'eau chaude. Et puis, on a comme émetteur derrière des ventilocorrecteurs. Donc, on est sur un programme. Et sur un programme RE 2020, c'est un bâtiment qui est plutôt extrêmement performant et dans lequel c'est la première réalisation dans laquelle nous avons embarqué le confort d'été. Si on peut aller sur le en logement collectif, si on peut aller sur le slide d'après, parce que je voudrais rebondir sur une solution qu'évoquait Nathalie tout à l'heure, sur l'utilisation du chauffage électrique, de l'effet Joule pour certains. Euh, Ce que l'on mesure aujourd'hui en construction neuve, c'est un retour du chauffage électrique pour des raisons d'intégration, pour des raisons économiques, notamment auprès de la promotion privée. On a développé un chauffe-eau thermodynamique triple service qui a la capacité à assurer la production d'eau chaude, bien évidemment, parce que ça, c'est devenu l'un de nos métiers, mais également le chauffage et le rafraîchissement, mais sur la veine d'air. C'est-à-dire que sur des appartements, sur des petits logements, et notamment sur des appartements jusqu'à 70 mètres carrés, on intègre ce type de solution pour la production d'eau chaude, chauffage et rafraîchissement, et typiquement, je le résume comme étant la solution du chauffage électrique. C'est-à-dire que l'ensemble du logement va être équipé d'appareils de chauffage électrique. Je ne parle pas de la salle de bain qui embarque naturellement un point de chauffage pour des raisons de confort, mais c'est la solution autour de laquelle on a passé beaucoup de temps en termes de mise au point parce que ça appelle un certain nombre de normes qui ne sont pas forcément les mêmes entre le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude et le traitement de l'air, parce qu'il y a aussi une question de traitement de l'air. Donc voilà globalement ce à quoi ce à quoi nous sommes arrivés. Et si on peut aller sur les slides, sur une slide suivante, je voudrais juste vous faire un mot, voilà, là-dessus. Quand on parle de chauffage électrique, j'aimerais savoir, enfin, j'aimerais juste prendre 1 minute 30 là-dessus, sur le sujet. On parle des solutions électriques, ce sont des solutions qui bénéficient d'absolument aucun dispositif, et c'est volontaire, aucun dispositif d'aide dans le cadre de MPR. Il y a un dispositif C2E. Mais quand on parle du chauffage électrique, dont on parle insuffisamment, notamment dans les programmes de rénovation, de quoi est-ce qu'on parle? Aujourd'hui, c'est un tiers des résidences principales. C'est Hum. plus de 11 millions de logements résidences principales qui sont équipés là, de solutions de chauffage électrique direct. Ce sont 70 millions d'appareils de chauffage qui sont aujourd'hui en fonctionnement et plus de 60% de ces appareils sont à remplacer. Si on peut aller à la slide suivante pour faire très rapidement, et j'arrêterai là le propos en termes de techno, voilà, c'est une solution qui se veut résolument bas carbone et qui échappe aujourd'hui à toute forme de prise en compte par les différentes organisations, notamment par les pouvoirs publics, même si on a quelques oreilles qui commencent à s'ouvrir aujourd'hui côté ministère. L'amplification des solutions électriques nous permet quoi? D'une part, de réduire les consommations dans la mesure où lorsque l'on fait du remplacement de un pour un dans l'existant, un appareil par un appareil de nouvelle génération, on est en capacité d'aller chercher jusqu'à 30% de réduction de la consommation. C'est un facteur évidemment de réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est un appareil qui utilise, ce sont des appareils ou une technologie qui utilise une énergie faiblement carbonée, et nous avons le score, me semble-t-il, à l'échelle européenne. C'est le renforcement de la pilotabilité des bâtiments, parce qu'aujourd'hui les appareils se veulent non seulement intelligents, mais ils sont également connectés et pilotables. Ça répond aussi à la stratégie d'effacement qui est voulue par l'ensemble et nécessaire par l'ensemble des opérateurs énergéticiens. Et il n'y a pas que EDF, il y a aussi GRDF qui commercialise des solutions gaz et qui d'ailleurs a mis en place une très belle,
pas une très belle, un exceptionnel programme de pilotage des logements électriques porté par GRDF, ça a plutôt du sens. EDF le fait également de son côté. Quoi qu'il en soit, il y a un enjeu au-delà des énergéticiens, il y a un véritable enjeu de la rénovation des logements électriques, dans Ouais. la mesure où ce sont des gisements de réduction de conso, le maintien de logements qui sont faiblement carbonés, en chauffage comme en production d'eau chaude. Parce qu'on peut coupler, comme je le disais juste avant, ce type d'appareil à des chauffe-eau thermodynamiques de dernière génération. Et ça répond aussi et surtout à la question à la stratégie d'effacement qui est voulue et Mm. qui se veut aussi nécessaire. Voilà pour mon point. Ok, alors si effectivement les solutions électriques sont pas forcément aidées et prises en compte par les dispositifs, ça n'est pas vraiment le cas du solaire, Richard. Le solaire a le vent en poupe, hein. Fin juin, on comptait plus d'1,2 million d'installations photovoltaïques raccordées au réseau français, donc 8% depuis le 31 décembre dernier. La production d'électricité d'origine photovoltaïque, elle, s'est élevée à 16,5 TWh sur les 6 premiers mois de 2025. Là, on est sur plus 40% en un an. Donc, bon, c'est une énergie qui a sans doute plus besoin vraiment de faire ses preuves. Du coup, l'innovation, elle se porte plus, vous avez déjà effleuré le sujet tout à l'heure, sur le stockage, la flexibilité et peut-être des marchés comme le tertiaire, effectivement. Oui, simplement, juste pour rebondir sur la notion d'instabilité réglementaire et la PPE qu'on n'a pas, dans le projet de PPE 3, il y avait un plan pour la chaleur solaire qui vise un gigantesque Oui, exact. bond de nos filières qu'on attend un peu comme Godot. Nous aussi, il y a eu le plan PAC, le plan géothermie, on aimerait bien avoir le plan solaire thermique. Pour revenir sur le photovoltaïque, oui, c'est un marché qui n'est plus aidé dans le résidentiel. L'État vous donne généreusement 80 euros pour une dépense à peu près de 2000 euros le kilowatt. Donc, autant dire que c'est peanuts. On va peut-être pouvoir faire des économies en supprimant la prime des 80 euros. C'est pas beaucoup, mais ouais, c'est un marché qui fonctionne par lui-même. L'autoconsommation photovoltaïque aujourd'hui n'est pas incluse dans les C2E. Si j'économise des calories des calories de gaz ou autres avec des calories solaires, je suis récompensé en C2E. Si j'économise des électrons avec de l'autoconsommation photovoltaïque, ben, j'ai pas de C2E. Et je m'en plains notamment pour qu'on l'active sur le levier précarité. Aujourd'hui, il y a dans le parc social notamment des gens qui sont prisonniers de leur facture d'électricité avec un reste à vivre qui dépend du prix de l'électricité. Et on voit qu'il est quand même un peu haussier. Et donc, il y a un vrai enjeu social pour traiter ça. Il ne faut pas se priver de ce levier. Le stockage, les extraordinaires baisses des coûts, hein, à peu près à l'instar du photovoltaïque, 80% en 10 ans. Euh, Aujourd'hui, avec du stockage stationnaire en amont des grands systèmes, également des systèmes qui sont plus petits, qui vont pouvoir être intégrés à l'échelle d'un bâtiment collectif dans le tertiaire ou du résidentiel individuel. Des problématiques qui sont un peu différentes. Le stockage stationnaire dans le tertiaire va également y compris permettre de piloter des bornes de recharge et de limiter l'appel de puissance au niveau du réseau, parce que pour pas que tout se mette en route en même temps, de profiter un maximum de pouvoir intégrer du solaire dans les voitures ou de l'électricité peu chère, bas carbone également, de profiter des signaux qui sont envoyés. On voit que le stockage va jouer un rôle. On le voit se développer également dans le résidentiel individuel. Va arriver dans le stockage les batteries sur roues, qui sont les véhicules to grid, qui permettent, et notamment les véhicules to home ou véhicules to building, qui vont permettre de se décharger. Concrètement, je recharge ma voiture sous les ombrières de l'entreprise l'après-midi et j'arrive le soir et je vais pouvoir alimenter ma maison avec la pompe à chaleur et la cuisson à induction avec des électrons qui viendront de ma voiture et pas de mon réseau, parce qu'à ce moment-là, il y a une contrainte avec un signal prix qui est fort. Donc, bah, je préférais autoconsommer les électrons de ma batterie et puis recharger le cas échéant dans la nuit. Donc, voilà, il y a des grands progrès. Je ne voudrais pas passer sous silence les progrès qui ont lieu dans le thermique qui sont encore plus considérables. Le stockage de l'électricité, c'est de l'électrochimie, enfin, c'est des matériaux, c'est complexe, etc. Dans le stockage de chaleur,
On sait faire aujourd'hui du stockage de chaleur quotidien, hebdomadaire. Arrive le stockage intersaisonnier. Et notamment de pouvoir stocker de la chaleur estivale et de pouvoir l'utiliser le reste de l'année. En Allemagne, on a un réseau de chaleur dans un petit village qui vient de se mettre en route avec du stockage intersaisonnier en fosse, taux de couverture du solaire entre 75 et 80% des besoins du réseau de chaleur. Et ça, la batterie électrochimique d'électricité ne sait pas le faire. Je ne peux pas stocker un électron au mois d'août pour l'utiliser au mois de décembre. La calorie, c'est le faire. Là, on est sur des installations qui sont de grande dimension, plutôt pour des réseaux de chaleur. Et puis, on voit d'autres expérimentations, notamment sur de la recharge active de sondes géothermiques. Donc, c'est encore une technologie qui est différente en matière de stockage. Mais pour pouvoir stocker à la fois soit à haute température, ça demande des autorisations, mais à moins de 40 degrés, il n'y a pas d'autorisation. Et on parlait tout à l'heure d'hybridation. Là, ça hybride complètement la géothermie et le solaire thermique en essayant de trouver un optimum technico-économique et de stocker dans le sol des calories en été à l'intersaison. Donc voilà, on a différentes formes de stockage d'énergie solaire, d'énormes progrès économiques qui ont été faits sur l'électron et tant mieux sur les batteries électrochimiques, mais ne pas oublier le stockage des calories qui est aussi prometteur et du stockage intersaisonnier, c'est globalement un gros thermos sans aucun matériau rare et qui va pouvoir durer 20 ou 30 ans. Donc voilà, il faut aussi explorer ces pistes-là. Le solaire continue à innover donc. Nathalie, on va terminer avec toi alors rapidement. Il y a aussi cet enjeu de formation, hein. Le CVC, comme beaucoup d'autres secteurs d'activité, manque de bras. Il fait face à une crise des vocations. Ça concerne les frigoristes, les intégrateurs, les mainteneurs. Ça concerne un petit peu tout le monde. Est-ce que donc la filière étant confrontée à cette recherche de compétences indispensables à la transition énergétique, est-ce que les professionnels peuvent envisager de céder, et on boucle avec ce que Franck a dit au début, de l'intelligence artificielle? Dans l'enquête expert à ICVF, justement, on a appris que 39% des répondants utilisaient déjà l'IA au quotidien dans leur travail. Alors, on voit tes lèvres bouger, mais on n'entend pas le son de ta Ouais, bon, voix. oui, j'ai remis le micro, merci. Donc effectivement, je pense qu'il faut distinguer les métiers d'ingénierie des métiers, je dirais, d'installation et de maintenance. Concernant, en tout cas, bon, il y a aujourd'hui, c'est clair que bon, bah, l'IA, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on l'utilise et on en tire profit pour l'ensemble de nos métiers. Mais l'idée n'est pas de remplacer l'être humain, mais plutôt de l'accompagner et de fiabiliser finalement dans le temps son métier, de pouvoir avoir je dirais un accompagnement pour se soulager des charges qui sont hyper répétitives et sans valeur ajoutée. Aujourd'hui, bon, il y a de nombreux outils d'accompagnement. Là, je suis pas dans l'IA, mais en tout cas pour le sujet de la RE 2025, et ça rejoint une question que j'ai vue passer sur la mallette de formation à ICVF, quand même, qui a été téléchargée à plusieurs milliers d'exemplaires par l'ensemble de la profession. C'est un bon outil d'accompagnement pour effectivement que la filière se forme à ce nouveau dispositif réglementaire. Et d'ailleurs, va y avoir une nouvelle version en ligne très prochainement avec les nouveaux usages. Alors, il y a une demande sur, effectivement, est-ce qu'on a un calendrier? Vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, avec l'instabilité politique, c'est compliqué. C'est compliqué parce que il n'y a plus de pilote dans l'avion. Normalement, effectivement, les nouveaux usages devaient rentrer en application au 1er janvier 2026. Mais là, voilà. Il y a un petit problème où les textes auraient dû être publiés normalement 6 mois à l'avance. Donc, je dirais, si on arrive à appliquer les nouveaux usages au 1er janvier, au 1er juillet 2026, on sera déjà très, très content. Mais bon, voilà, là, on n'est pas toujours jamais à l'abri d'un rebondissement réglementaire. Maintenant, il y a
Le sujet de la maintenance, moi, ça fait des années que je milite pour que chaque machine dispose d'un flash code qui nous permet d'avoir toutes ces caractéristiques techniques avec ses performances, mais également que les entreprises de maintenance puissent facilement commander les pièces, voilà, toutes les pièces de rechange, qui est aussi des tutos, des vidéos d'accompagnement pour la réparation des machines, parce qu'effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, les bancs des frigoristes, des mainteneurs dans les écoles sont quasiment vides. Donc, il y a un manque d'engouement pour cette profession. Et donc, il faut faciliter un maximum la vie. Et puis, ce qu'on voit, enfin, moi, je me suis retrouvée effectivement à de nombreuses reprises avec un mainteneur qui connaissait telle machine, mais qui connaissait pas la machine du concurrent. Et donc, il était complètement perdu parce que ce n'était pas c'était pas le même fonctionnement, les pièces n'étaient pas au même endroit, et donc il était Ouais. incapable d'intervenir. Et sur les parties, là, j'ai fait pas mal de REX, d'installations d'innovantes. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que bon, sur l'hybride, quand on a des soucis avec de la pompe à chaleur, un frigoriste, les délais d'intervention sont de plusieurs mois. Donc, c'est d'où l'intérêt aussi d'avoir un autre système énergétique le temps que le frigoriste intervienne pour venir détecter les pannes. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour effectivement pour ce petit tour là aussi d'horizon sur ce qui pourrait être fait avec les innovations du secteur. Juste pour compléter ce que Oui, dit bien sûr. Ouais. Nathalie, hein, l'ICVF a aussi publié un guide sur le commissionnement avec l'AQC et un certain nombre de partenaires. Et d'ailleurs, qu'encore une fois, le commissionnement, c'est quelque chose que peut faire l'entreprise dans les installations les plus simples, et c'est pas du tout exclusif d'une intervention d'un tiers extérieur. Donc, j'insiste là-dessus, c'est vraiment là où l'IA, je pense, et les aides de Mm. ce type vont nous aider sur commissionnement et maintien de la performance sur le long terme, comme le disait Nathalie. Deuxième sujet que je voulais évoquer dans le terme des innovations, je vous rappelle quand même qu'en France, la RE 2020 nous met 8 ans en avance sur les objectifs de la performance énergétique européenne. Donc la RE 2020 égale objectif 2030 de l'Europe. Et on s'aperçoit tous, et j'insiste là-dessus, et ce sera pour moi un élément extrêmement important, c'est qu'il faut absolument refondre le moteur de calcul qui date d'il y a 30 ans et dont on sait tous, tant pour le neuf que pour l'existant, qu'il commence à montrer des signes d'obsolescence quand on est au niveau de performance où nous sommes aujourd'hui. On est les champions du monde de la performance énergétique et carbone, hein. Donc on peut plus se permettre d'avoir un outil conventionnel qui montre ses limites aujourd'hui à cause des niveaux de performance qu'on veut atteindre. Et nous sommes très partants pour que le projet cible Colibri du CSTB progresse, soit financé dans les plus brefs délais, de manière à ce qu'on dispose d'un outil adapté à tous les besoins et qu'on ne soit pas obligé de bricoler des études complémentaires. Je pense que cet outil qui a pour vocation à permettre à la fois faire du conventionnel et de la simulation est extrêmement important si on veut maintenir notre avance en Europe. Mm. Alors, gardez votre micro ouvert, Franck, parce que du coup, l'heure tourne, on va devoir conclure. Donc, on l'a vu, hein, les leviers d'action et les opportunités de croissance ne manquent finalement pas, même si évidemment le contexte est compliqué. Donc, on a parlé d'hybridation, de complémentarité des énergies, de diversification des activités. On a vu aussi que la réglementation, même si elle est très fournie, elle offre un cadre assez stimulant finalement pour les professionnels, en poussant donc ces notions d'efficacité énergétique. On a aussi vu que le bâtiment, il est toujours plus connecté, toujours plus intelligent. Ça va dans le sens de l'histoire pour reprendre les mots de Richard. Donc c'est ce qui pourrait bien attendre effectivement aussi bien ses occupants que les professionnels qui travaillent dedans, en construction comme en rénovation. Donc un bâtiment augmenté finalement. Je vais vous demander à tous, et donc on va commencer par Franck, un rapide mot de conclusion. Donc avec tout ce dont on vient de parler, on peut quand même rester optimiste pour le secteur du coup.
Bah, oui, tout à fait. Là, on vit dans une passe absolument dramatique sur l'activité, tant en neuf qu'en rénovation, en résidentiel, collectif comme en tertiaire. Mais comme je le disais, on a énormément d'avance. Alors, le problème d'avoir de l'avance, c'est que ça, évidemment, ça renchérit le coût des immeubles et des rénovations. Donc, on est sur des coûts très élevés. Et aujourd'hui, nos concitoyens ont du mal à pouvoir s'acheter ce qu'on produit. Mais il n'en reste pas moins que c'est là-dessus que nous allons aller. Et j'insiste vraiment sur le fait que notre moteur de calcul aujourd'hui présente des ratés. Et au contraire, le problème qu'on rencontre, c'est il devient un limitateur d'innovation. C'est là où on a un problème, c'est que malheureusement, on doit faire une rénovation lourde une refonte complète de ce moteur pour permettre d'accélérer l'innovation et pas de la freiner. Et puis mon dernier mot en conclusion, c'est que toute l'Europe est en train de relancer massivement avec des programmes colossaux le résidentiel neuf ou le tertiaire dans toutes ses composantes. Pour vous donner des exemples, 1,5 million de logements en 5 ans en Angleterre, l'Allemagne qui relance son activité avec un plan qui s'appelle le turbo de la construction du logement, les Espagnols, Portugais, Italiens qui relancent leur activité. Donc l'Europe bouge, la Commission européenne travaille sur le sujet et je pense que la France suivra un peu plus tard, malheureusement à cause des difficultés qu'on connaît. Mais moi, je reste optimiste sur une relance globale de nos activités parce que ça représente quand même entre 10 et 15% de PIB et on ne peut pas laisser décroître une part aussi importante de l'activité économique qui a un rôle fondamental puisqu'on met un toit sur la tête de nos concitoyens et on leur permet d'avoir un foyer et un lieu de travail. Tout à fait. Richard, vous restez optimiste aussi? Oui, profondément optimiste. Alors, je souscris complètement à ce qu'a dit Franck sur l'obsolescence de notre calcul réglementaire, qui est un frein à l'innovation qu'on subit tous les jours tant dans le thermique, dans le photovoltaïque, avec le pilotage, le stockage qui aujourd'hui est pas intégré, qui est sur un nombre limité de besoins. Et peut-être que le juge de paix demain, c'est l'occupant du bâtiment et combien il paye de factures par mois. Et ça nous oblige à aller pas nous éloigner du réglementaire pour aller vers la consommation réelle. Et qu'est-ce que je peux produire comme service, chaud, froid et production d'électricité pour répondre aux besoins du bâtiment et de la mobilité au meilleur prix et à la meilleure empreinte carbone. Donc ça nous change un peu peut-être culturellement au niveau du génie climatique, mais c'est de plus en plus la consommation réelle. Et derrière, quelle promesse je vais pouvoir faire dans le cadre d'un contrat de performance énergétique globale pour que finalement, je n'ai pas de sous pour investir, quelqu'un le fait à ma place, mais comment les performances vont être au rendez-vous. Et pour ça, nos technologies ont de plus en plus, entre guillemets, peuvent s'intégrer en termes de mesures de performance pour contrôler qu'on est bien au rendez-vous. Et s'il y a des dérives, analyser pourquoi, faire du diagnostic, de la maintenance curative. Voilà, mais confiant parce que globalement, les énergies renouvelables dans le bâtiment et le solaire en particulier, ça va se développer partout en Europe et notamment en France, même si on n'est pas en avance sur la transcription de la solarisation, notamment du logement, par rapport à ce que nous impose l'Europe. Là, on est plutôt en voiture-balai. Merci. Eric, alors bon, effectivement, on ne sait pas ce que va devenir le plan PAC, on ne sait pas non plus ce que va devenir la PPE. Bon, pour autant, voilà, on a quand même vu qu'il y avait des choses à faire pour continuer à aller chercher cette croissance. Alors, on a quand même une évolution concernant le plan PAC, hein, pour Hmm. conclure sur le sujet, des évolutions avec la définition d'un certain nombre de critères. Aujourd'hui, la peinture n'est pas tout à fait sèche, donc on va attendre avant de s'exprimer de manière définitive sur le sujet. Le dossier est toujours porté et par les équipes de Bercy, notamment par la DGE, donc on a plutôt confiance. L'idée étant de définir un certain nombre de critères avec des caractéristiques, mettant en avant essentiellement des caractéristiques environnementales des produits, le type de fluide frigorigène utilisé, le lieu de fabrication, que les contrats de travail soient bien des contrats de droit français ou européen. Voilà, il y a un certain nombre de critères qui ont été définis de cette manière-là. Il y a trois grands volets, hein. Il y a un sujet performance, il y a un sujet environnement, et il y a un sujet RSE qui est également embarqué. Donc ça a du sens. De mon point de vue, j'ai bon espoir. Et encore une fois, pour
ne pas redire ce qui a déjà été dit, c'est que aujourd'hui, tout l'arsenal législatif existe, que Mm. ce soit sur le volet réglementaire, que ce soit sur le dispositif des aides, même si ça demande à être encore adapté, évidemment. Mais on a encore une fois besoin, je pense que on est sur le point de, parce que je vois de l'actualité en même temps là, de ce qui se passe au sein du gouvernement français. Voilà, on a un gouvernement qui destine, qui voudrait, si on veut être résolument pour nous emmener jusqu'au présidentiel de 2027, parce que la prochaine échéance, c'est bien là. Mais entre-temps, entre octobre 2025 et juin 2027, nous avons les autres des entreprises à faire fonctionner des sites de production, bureaux des organisations syndicales et professionnelles. L'activité ne s'arrête pas. L'activité française, l'économie française n'est pas une ampoule, c'est-à-dire qu'on n'éteint pas là, quand ça nous plaît. Euh, donc je conserve un espoir à très court terme de revenir Mm. à la raison. À la raison, et moi je voudrais vous remercier pour cette initiative de cette première sur ce format-là, merci et pour la préparation, et quand je vois le nombre de personnes qui ont été connectées, c'est un très bel événement, et je me porte volontaire pour un prochain exercice qui permettrait peut-être de faire l'épisode 2 des leviers de croissance et des perspectives du marché. La Merci à suite. tous. La suite. Nathalie, un mot de la fin, parce qu'on va prendre encore quelques questions très rapides après. Moi, mon mot de la fin, c'est juste de dire que je trouve que bon, malgré l'incertitude réglementaire et effectivement voilà, le contexte un peu compliqué. Je trouve qu'on vit quand même une époque formidable pour nos métiers du génie climatique, avec beaucoup d'innovation. On a vraiment franchi un cap en matière de décarbonation, que ce soit des installations énergétiques, mais également des matériaux de construction, et on est sur la bonne lancée. Donc, Ouais. continuons, voilà, continuons dans la bonne direction. Et justement, je trouve que la chance qu'on a, c'est que nous avons des industriels nombreux en France qui fourmillent d'idées pour nous proposer des solutions. Maintenant, je reviens sur mon obsession du commissionnement, où je pense que toutes ces installations innovantes, il faut absolument les accompagner, les suivre, les instrumenter pour effectivement qu'elles soient bien mises en route, et qu'on n'ait pas, sinon après, des dégoûts, des retours en arrière vers d'autres solutions plus traditionnelles, parce que on aura eu voilà, quelques mauvaises expériences. Ok, merci à tous les quatre. On va simplement prendre, vu l'heure, deux questions et je vais vous demander des réponses rapides. Une question, alors a priori, qui s'adresserait plutôt à Nathalie. Faut-il privilégier des solutions high-tech ou low-tech, ventilation passive, sobriété pour réussir une rénovation performante? Alors moi, je dis ça dépend des sujets. Et moi, la première question que je pose à mes maîtres d'ouvrage, c'est comment vous allez faire la maintenance de vos bâtiments. Si mon maître d'ouvrage m'assure, me garantit, me prouve par A plus B qu'il aura une maintenance il peut se permettre une maintenance hyper costaud, et qu'il va paradiner sur le budget, pourquoi pas aller sur du high-tech, où on peut s'amuser avec des solutions techniques innovantes. Sinon, allons plutôt vers du low-tech. Maintenant, attention à ne pas assimiler low-tech à ventilation naturelle ou autre. Honnêtement, la ventilation naturelle aujourd'hui dans du logement, on m'en parle tous les jours. Un moteur de VMC pour une maison, c'est à peu près 10 watts. C'est 10 watts, 10 à 15 watts par logement. Mais qu'est-ce qu'on va se prendre la tête à faire de la ventilation naturelle en hiver, où on a du mal justement à réguler nos débits, à avoir les débits qu'il nous faut pour économiser 10 watts. Je préfère dans ce cas-là qu'on mette du photovoltaïque sur nos bâtiments de logement, qui vont effectivement alimenter notre extracteur, plutôt que d'aller faire un truc avec des gaines qui prennent beaucoup de place.
Ok, merci à toi. Et une question pour Richard. Le solaire thermique peut-il retrouver une place centrale dans la stratégie énergétique française? Alors, une place centrale, une place aux côtés des autres filières. On a vu Hmm. qu'on pouvait aller très bien avec le gaz qui sera non plus du biogaz, parce que ça serait précieuse, certes plutôt bas carbone, avec la géothermie, avec le bois. Voilà, il doit être revenir entre guillemets, arrêter d'être éclipsé, et notamment qu'on regarde sur les gros besoins, parce que chaleur pour l'industrie, chaleur pour les réseaux de chaleur, on est particulièrement compétitif et aujourd'hui, c'est des besoins qui sont très carbonés. Et on peut y compris jouer le lien avec des pompes à chaleur haute température, du stockage intersaisonnier, pour avoir in fine une solution locale, avec de l'énergie renouvelable, entre guillemets, non importée. C'est vraiment important. Et là aussi, nous, on a une industrie qui est française et européenne. Donc, on a besoin de ce Made in Europe dans nos systèmes d'incitation pour faire accompagner notre relance de l'industrie. Mais on est bien là avec de multiples technologies. Le solaire thermique a changé de 40 à 400 degrés, même si entre 40 et 100 degrés, on a beaucoup à faire en lien avec les autres filières. On est vraiment complémentaires. Le solaire thermique tout seul n'est pas suffisant, mais il est particulièrement adapté pour faire des bonnes combinaisons. Très bien, merci Richard. Bon, effectivement, l'heure a énormément tourné, donc on pourrait effectivement en parler pendant encore très longtemps, mais il nous faut bien mettre un terme à un moment ou un autre à ce webinaire. Je remercie nos 4 intervenants, donc Franck Ovorka de l'AICVF, Nathalie Chang de Tribu Énergie, Eric Baudry d'Intuis et Richard Loyan d'Enerplan. Merci beaucoup à tous les 4 de vous être rendus disponibles et puis d'avoir aussi livré vos analyses, vos décryptages aux centaines de personnes qui nous ont suivis. Merci justement à ces centaines de personnes, effectivement, de nous avoir suivis. Vous avez été très nombreux. On espère vous avoir apporté des éléments de réponse, des pistes de réflexion pour votre activité. Voilà, je reprécise que vous recevrez les résultats de l'enquête expert à ICVF d'ici au début de semaine prochaine. Voilà, pour ma part, je vous donne rendez-vous tous les jours sur Expert pour suivre toute l'actualité du génie climatique, les décryptages aussi des experts du secteur comme on a pu en avoir encore ce matin. Et puis, vous pouvez aussi accessoirement vous inscrire à la newsletter quotidienne. Merci beaucoup, à bientôt. Et n'hésitez pas à devenir membre de l'ICVF. Et aussi, voilà. Bien sûr, c'est important. Il y a toute une base d'expertise et on sera ravis d'avoir ces discussions plus détaillées au sein de la ICVF. Merci beaucoup, Corentin, pour l'initiative et Merci merci Franck. pour cette coopération expert ICVF. Merci Plaisir à tous. partagé, merci. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous, au revoir.